Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous. Un domaine à la fois fascinant et, il faut le dire, assez controversé. L'économie de la santé. C'est vraiment le carrefour où deux mondes se rencontrent, celui de la médecine et celui des finances. Et c'est là que se prennent des décisions ultra importantes sur notre argent, notre santé et même sur la valeur qu'on accorde à la vie. Cette citation, elle résume absolument tout le paradoxe. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est cette tension, ce dilemme permanent qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors pour commencer, première partie, santé inestimable contre coûteuse. Ici on va voir le choc frontal entre deux manières de penser qui, à première vue, ont l'air totalement incompatibles. Alors imaginez, d'un côté, on a la logique de la santé. Son ADN, c'est l'humanisme. On se concentre sur une seule personne, le patient, et l'objectif, c'est la maximisation. Ça veut dire qu'on fait tout, absolument tout ce qui est possible pour soigner cette personne, peu importe le coût. Et de l'autre côté, paf, la logique économique. Elle est utilitariste. On ne regarde plus un seul individu, mais toute la population. Et le but, ce n'est plus de maximiser, mais d'optimiser. C'est-à-dire comment obtenir les meilleurs résultats pour le plus de monde possible, avec les moyens qu'on a. Un vrai choc des cultures. Ok, donc face à ce choc, comment est-ce que les économistes s'y prennent? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur boîte à outils pour nous aider à y voir plus clair? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre deuxième section. En fait, tout part de ce constat qui est à la fois très simple et assez brutal. Le problème économique de base, c'est ça. Nos besoins, surtout en santé, sont potentiellement infinis. Mais nos ressources, elles, que ce soit l'argent, le personnel soignant, les lits d'hôpitaux, eh bien, elles sont limitées, finites. Et cette réalité, elle déclenche une chaîne de conséquences inévitables, en 4 étapes. Ça commence avec la rareté. On n'a pas tout ce qu'on veut. Du coup, deuxième étape, on est obligé de faire des choix. Troisième étape, chaque choix a un coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'en choisissant A, on renonce à B. Et donc, quatrième étape, notre objectif devient de viser l'efficience, faire les meilleurs choix possibles pour ne pas gaspiller nos précieuses ressources. C'est une mécanique implacable. Arrêtons-nous juste un instant sur ce fameux coût d'opportunité. C'est vraiment le concept central à comprendre. Le vrai coût d'une décision, ce n'est pas seulement l'argent qu'on dépense, non, c'est la valeur de la meilleure autre chose à laquelle on a dû renoncer en faisant ce choix. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très concret. Imaginons qu'on décide de financer un nouveau traitement contre le cancer qui coûte une fortune. Eh bien cet argent-là, il ne pourra pas être utilisé pour, disons, construire une nouvelle maternité ou lancer un grand programme de vaccination pour les enfants. Le coût d'opportunité du médicament, ce n'est pas que son prix en euros. C'est aussi cette maternité qu'on n'a pas construite ou ces vaccins qu'on n'a pas financés. Bon, d'accord, on doit faire des choix difficiles. Mais alors, comment on sait si on fait les bons? C'est tout l'enjeu de notre troisième partie. Comment mesure-t-on un bon système de santé? En gros, pour évaluer la performance, on se base sur deux grands critères. Le premier, c'est l'efficience. Est-ce qu'on arrive à obtenir le maximum de santé pour la population avec l'argent et les moyens qu'on a? Et le deuxième, c'est l'équité. Est-ce que les soins de santé et la façon dont on les finance sont répartis de manière juste? Et attention, quand on parle d'équité, il y a deux aspects super importants. D'abord, l'équité verticale. C'est l'idée que ceux qui ont plus de moyens financiers contribuent plus au système. Et puis, il y a l'équité horizontale. Ça veut dire que des personnes qui ont les mêmes besoins de santé doivent recevoir les mêmes soins. Ce sont vraiment les deux piliers d'un système qu'on veut juste. Allez, on rentre dans le dur maintenant. Quatrième partie, le choix des traitements. C'est ici que toute la théorie se confronte à la réalité du terrain, avec des décisions qui ont un impact direct sur la vie des gens. Voilà, la question qui tue. Imaginez ce scénario. Un nouveau traitement arrive. Il est 10% plus efficace que l'ancien, c'est super. Sauf qu'il coûte 100% plus cher, le double. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le finance? C'est le genre de dilemme auquel les systèmes de santé sont confrontés tous les jours. Pour répondre à ce genre de questions, on ne lance pas une pièce en l'air. Il existe une méthode rigoureuse qu'on appelle l'évaluation économique. C'est un cadre d'analyse qui permet de comparer de façon structurée les coûts et les résultats de différentes options pour prendre la décision la plus éclairée possible. Ce tableau, il résume très bien la situation. Regardez, il y a des cas faciles. Si un traitement est plus efficace et moins cher, c'est le rêve, on l'adopte direct. A l'inverse, s'il est moins efficace et plus cher, c'est le cauchemar, on le rejette sans hésiter. Le vrai casse-tête, le dilemme, il est dans les deux autres cases. Quand c'est plus efficace mais plus cher, ou moins efficace mais moins cher. C'est là que ça devient compliqué. Heureusement, pour nous aider à trancher dans ces cas-là, les économistes ont développé plusieurs types d'analyses. On a l'analyse coût-minimisation, coût-efficacité, coût-bénéfice, mais on va se concentrer sur celle qui est sans doute la plus aboutie, l'analyse coût-utilité. Et là où cette méthode est vraiment brillante, c'est qu'elle ne mesure pas seulement les années de vie en plus qu'un traitement peut offrir. Non, elle mesure aussi la qualité de ces années. La question n'est plus seulement combien de temps on vit, mais comment on vit. Et pour mesurer ça, on a un outil spécial, le QALY.
Le quali, ça veut dire année de vie ajustée par la qualité. Le calcul est assez simple en théorie, on prend le nombre d'années de vie gagnées et on le multiplie par un score de qualité de vie. Ce score va de 1 pour une santé parfaite à 0 pour la mort. C'est une façon de mettre un chiffre sur le bien-être. Prenons un exemple, ça va être très clair. Imaginons un traitement qui vous donne 10 ans de vie supplémentaire. Super. Mais pendant ces 10 ans, vous vivez avec une douleur chronique, ce qui donne un score de qualité de vie de, disons, 0,7. Eh bien, le gain de santé n'est pas de 10 ans de vie parfaite, mais de 10 ans fois 0,7, ce qui donne 7 QALYS. Vous voyez la nuance? Elle est énorme. Ça permet de comparer des choses qui semblaient incomparables. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à la question de fond, une question presque philosophique. 5e et dernière partie, la valeur d'une vie en bonne santé. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'économie de la santé n'est pas une boule de cristal. Elle n'apporte pas de réponse magique toute faite. Son but, c'est de fournir un cadre rationnel et transparent pour rendre les décisions difficiles un peu moins opaques. Elle éclaire le choix, mais elle ne le dicte pas. Et il faut absolument se sortir de la tête cette idée reçue que l'économie de la santé ne sert qu'à couper les dépenses. Ce n'est pas vrai. L'objectif ultime, ce n'est pas de dépenser moins, c'est de dépenser mieux. C'est de trouver la meilleure utilisation possible pour chaque euro investi dans la santé, afin que le plus grand nombre en bénéficie. Au final, l'économie nous donne les outils, le cadre, les chiffres, mais elle ne peut pas répondre à la question la plus importante. Cette décision finale, elle ne lui appartient pas. Elle nous appartient à nous tous, en tant que société. Et la question est la suivante. Combien vaut une année de vie en bonne santé? Il n'y a pas de réponse simple, et c'est un débat qui est loin d'être terminé.